Le personnage que vous voyez là s'appelle Colin Gimlon, dit la toise. Pourquoi la toise, me diriez-vous? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il y pu s'appeler autrement. Mais c'est ainsi qu'on l'a nommé. Car tout à sa besogne de tailleur, il ne cesse de prendre des mesures. Alors, de fil en aiguille, connaissant la mesure de tous, il s'est aussi mis à tailler les cercueils, devenant ainsi croque-mort. C'est pourquoi vous le verrez souvent gratter le parchemin de sa plume, car il note tout ce qu'il voit. Fort d'en faire une épitaphe, on ne sait jamais, ça peut servir. À tout hasard, si ça se passe mal, vous êtes plutôt chêne ou sapin? L'heure est venue, Brondin. Mon fidèle écuyer. Ton pro-chevalier vient te délivrer, Sénégonde, pour la gloire et la victoire. C'est parti, mon kiki! Ma vie et mon sang pour le chevalier Arendelle de Blanc-Lac. Avec moi, Dribon, mon bon. Vas-y, Féodène! Fais-en les bien. Pour votre service, grand Arendelle. Ma hache vous protégera. Suis-moi, Panloc, mon péquillou. Elle est toute propre, lavée avec de la graisse de belette. Ah! Je suis pas sûr qu'on ait pris assez de provisions, mon petit... Tequila. Tyrilas, mon maître, Tyrilas. Ah oui. Voilà, si, il y a ce qu'il faut. Ce qui nous fait une aune de toise et 3 tailles, sauf pour le gros costaud là, une taille de plus, à peu près 4 fûts de chêne, ou de sapin, comme pas dit. Ah, il me manque l'épitaphe. Zut. Épitaphe. Épitaphe. C'est quand même un joli mot de la langue française, épitaphe. Je l'avais appris quand j'étais à l'abbaye, en 3e année, option pompe funèbre. Ah là là, l'abbaye, en éthique, on apprend plein de choses sur le français. Au début, je reviens. Je suis plus à l'aise. Au début, à l'abbaye, ils nous avaient appris les lettres, l'alphabet. Pour l'instant, là, ça va. Ensuite, avec ces lettres, on formait des mots. Pas de souci. Et puis, un matin, le percepteur a dit qu'il m'avait laissé un mot sur la table. Alors, j'ai été lire son mot. Sur ce mot, c'était écrit « Va chercher du café chez le père collateur ». Il a dit qu'il m'avait écrit un mot sur la table. Et en fait, il y avait 8 mots dedans. J'étais petit, j'étais confus, j'avais 6 ans, j'étais en première année. J'ai été voir mon professeur de français de l'époque, l'abbé Cédère, et je lui ai dit « Monsieur Cédère, le percepteur a dit qu'il m'avait laissé un mot sur la table. Mais en fait, dans son mot, il y avait 8 mots. Oui, mon petit Gimlon, tu sais, quand quelqu'un t'écrit un mot, il peut y avoir plusieurs mots dans le mot. Plusieurs mots dans le mot? C'est parce que le mot est enceinte, il a une relation avec le point-virgule. Mais alors, s'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, c'est quoi le maximum de mots? 200, 300? Non, mon petit Gimlon. Si quelqu'un t'écrit un mot de 2 ou 300 mots, c'est beaucoup plus qu'un mot. Ça devient une lettre. Alors, vous nous aviez dit qu'avec les lettres, on formait des mots. Qu'ensuite, il pouvait y avoir plusieurs mots dans le mot, et que s'il y a trop de mots dans un mot, ça redevient une lettre. C'est pourquoi je préfère les mathématiques et les mesures précises, d'où l'option pompe funèbre en 3e année que je recommande. Donc j'étais confus, je passe en 2e année, j'ai 7 ans, et là, ils nous apprennent qu'il y a différents types de mots, le verbe, le sujet, l'article. Et un matin, l'abbé Quille avait laissé traîner son journal sur la table, donc j'étais en lire un petit bout pour m'instruire. Et j'étais voir mon professeur de français, tout content, je lui ai dit « Monsieur Cédère, j'ai lu quelque chose dans le journal, à mon avis, ça devait être un mot, mais enfin plutôt une lettre, vu qu'il y avait beaucoup de mots dans le mot. » Non, mon petit Gimlon, si quelqu'un écrit quelque chose dans un journal, c'est beaucoup plus qu'un mot. C'est un article. Vous nous aviez pas dit que l'article était un type de mot, comme le sujet, le verbe. Mais tu sais, mon petit Gimlon, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de 3000 mots sur un sujet, non?
Bon, je vais aller m'écrire un mot pour essayer de m'en rappeler. Non, mon petit Gimlom, tu vas prendre une note. Ah, mêlez pas la musique à cela. Donc je suis toujours autant confus. Et après, ils nous apprennent qu'en français, il y a des lettres qui sont muettes. Des lettres muettes, comme le E. On ne prononce presque jamais le E. C'est pour ça que les imbéciles qui n'ont rien à dire l'utilisent beaucoup. Des lettres qui sont muettes. On est tous d'accord sur le fait que le seul et unique job d'une lettre, c'est de représenter un son. C'est son travail. Alors pourquoi celle-ci, elle se pointe au boulot, elle ferme sa gueule? Elle a un badge en formation, soyez patient, elle regarde comment le mot fonctionne, elle n'est pas encore impliquée dedans, elle hésite, elle est peut-être liée par le secret professionnel de l'alphabet. Donc j'ai été poser la question à mon professeur de français, tout content, qui m'a répondu Mon petit Gimlom, les lettres silencieuses, on ne les prononce pas, c'est comme ça, c'est tout. Mais quelle réponse minable, monsieur Cédère? Je lui ai dit, monsieur Cédère, vous êtes un con. Enfin, j'ai dit champion, mais H-A-M-P-I étaient des lettres silencieuses. Donc j'étais toujours autant confus, je passe en 3e année à 17 ans. Et là, on nous apprend qu'en français, il y a la ponctuation. Et ce qui est marrant, c'est que dans la vie de tous les jours, la seule ponctuation que nous mimons est le guillemet. Vous savez, le Philibert est spécial. Alors qu'on pourrait mimer tellement d'autres ponctuations, le point d'interrogation, le point d'exclamation. T'es en calèche, un mec te double. Mais qu'est-ce que tu fais, gros con? Point d'interrogation. Alors lui te répond, ta gueule! Point d'exclamation. La parenthèse serait agréable à nier, parce que la parenthèse, c'est le non-dit, c'est le sous-entendu. Tu veux me raconter tes vacances à pic en mine? Mais je m'en branle complètement. Et les jeunes lascars et autres gredins des bois miment très bien la ponctuation. Bon, ils parlent extrêmement mal le français, dommage. Mais au moins, ils ont la ponctuation entre eux. Yo, 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 virgule. Wesh ma couille, bien. Point. Allez, chaud ma gueule, point virgule. Et donc, je me suis dit, ça y est, on a enfin fait le tour. Et ben non. Parce qu'en français, les objets ont un sexe. Contrairement à l'anglais. L'anglais qui ne donne pas de sexe aux objets. L'anglais ne donne pas de sexe, je le sais, j'ai déjà une copine anglaise. Mais en français, tout a un sexe. Un fauteuil, une chaise. Ils se marièrent et eurent de nombreux tabourets. Ça veut dire qu'il y a quand même un mec qui s'est posé sur chaque objet, je ne sais pas si c'est Monsieur Robert ou Monsieur Larousse, appelons-le Robert Larousse, et qui a décidé du sexe, de tout, absolument tout. Et donc il s'est dit, à partir de maintenant, prostate, érection et éjaculation, c'est féminin. Désolé les enfants. C'est féminin, bah oui, c'est logique. Et il s'est dit aussi dans sa petite tête, sein, vagin et clitoris, c'est masculin. Suis-je le seul à croire que Monsieur Robert Larousse est mort vierge? Mais bon, il y a quand même un point positif dans la langue française, un des derniers points, c'est que c'est l'un des rares et derniers contextes où le masculin l'emporte. C'est difficile de trouver encore des contextes où le masculin l'emporte, mais dans la langue française, si un homme et 8 femmes vont à l'auberge, on doit dire « ils vont à l'auberge ». Jusque-là, le masculin l'emporte. Sauf qu'après, elles choisissent le restaurant, elles choisissent le menu, elles se font. Alors, qu'est-ce qui gagne au final? Alors, c'est dommage parce que la chute est juste après. Finissez ma phrase et vous pouviez applaudir. Donc, qui est-ce qui gagne au final? Le féminin. Point final.